J'ai le droit d'enregistrer maintenant? Oui, super. Alors, de même, là pour aujourd'hui, en fait, notre thème, c'est la prise en soin de l'anxiété chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, avec la question de quelles adaptations sont possibles au niveau des TCC. Donc là, en l'occurrence, on est sur un thème très spécifique puisqu'on va parler d'anxiété chez les enfants, enfants/ados, mais pour la formation, on sera beaucoup plus en fait sur la prise en charge en TCC. Donc, on va ouvrir un petit peu davantage. Là, pour aujourd'hui, on reste sur le thème de l'anxiété, qui est déjà bien assez costaud comme ça, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de quelle est la différence entre soirée thématique et formation. C'est que la formation va beaucoup plus en profondeur concernant la thérapie cognitive et comportementale. Et surtout, eh bien, elle a pour visée de vous faire ressortir avec des outils pour pouvoir appliquer. Là, aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup d'informations sur les troubles anxieux, sur les TSA également, mais voilà, on va rester quand même assez rapide sur l'application TCC, puisque ça, ce sera l'objet plutôt de la formation pour rentrer plus en profondeur. Et ce sera pareil pour tous les autres thèmes. Alors, déjà, parlons un petit peu justement du déroulé de notre conférence. Donc, tout d'abord, je vais vous parler rapidement. On va faire quelques rappels sur ce que sont les TSA, donc les troubles du spectre de l'autisme. On va parler également beaucoup des particularités, particularités sensorielles, particularités motrices, cognitives chez les personnes qui ont un TSA. Et puis, on va parler également de leur lien avec l'anxiété. Et puis, ensuite, on explorera brièvement tout ce qui peut être autour des outils, de l'aménagement de l'environnement, mais également de la prise en charge comportementale. Alors, premier point important pour ce qui est justement des TSA, on va faire un petit rappel historique très très rapide. Donc, même si le terme autisme a beaucoup été employé en psychiatrie, notamment sur la fin du 19e, début du 20e siècle, il faut quand même rappeler que le terme de autisme tel qu'on l'entend actuellement n'est apparu et n'a été employé que relativement récemment. Bon, vous les connaissez déjà, nous avons Léo Kanner en 1943 qui a parlé d'entités psychopathologiques autisme infantile. Pour rappeler, Léo Kanner, c'est aussi à lui qu'on doit toutes les représentations autour de la mère frigo, entre guillemets, qui serait aussi responsable de justement l'autisme de son enfant. Je tiens à le préciser parce qu'on a un petit peu trop tendance à justement oublier que Kanner, il n'a pas dit que des bonnes choses. Ensuite, nous avons également en parallèle Hans Asperger, donc qui lui a aussi repéré chez certains enfants des particularités qui étaient assez semblables à celles que Léo Kanner aux États-Unis avait repérées. Donc, entre autres, lui, il va parler de manque d'empathie, de difficulté à communiquer, de troubles moteurs. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, le syndrome d'Asperger, oui, vient de Hans Asperger, mais c'est pas lui qui en fait a nommé le syndrome ainsi, puisque en fait il s'agit de Lorna Wing. C'est elle qui a véritablement créé entre guillemets l'entité syndrome d'Asperger qui a disparu là du DSM-5, mais qui était encore dans le DSM-4 si je me souviens bien, et qui est toujours encore beaucoup dit dans le langage courant. Alors, on a également des tas d'autres théories qui ont été développées autour de l'autisme infantile et du trouble du spectre de l'autisme, notamment les théories psychanalytiques avec Bruno Bettelheim, mais également Frances Tustin et toute la clique, Maud Manoni et compagnie. Mais je ne vous en parlerai pas, car non seulement, comme dit la chanson, ne parlons pas de Bruno, non, 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 mais surtout parce que finalement, aucune de ces théories n'a véritablement été validée sur le plan scientifique. Alors, question, qu'est-ce que c'est finalement les troubles du spectre de l'autisme? Les troubles du spectre de l'autisme, ce sont des troubles du neurodéveloppement, donc des troubles neurodéveloppementaux, aka TND. Ils vont se manifester dès l'enfance et bien souvent, ils vont impacter la communication, les interactions sociales, la réciprocité sociale ou émotionnelle, les comportements de communication non verbaux, mais aussi le développement, le maintien et la compréhension des relations. Et donc, les particularités sensorielles, alors elles sont extrêmement importantes à prendre en considération. Déjà, on estime que 70% des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme présentent un dysfonctionnement au niveau de la modulation sensorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, ils ont des difficultés pour traiter les informations qui proviennent de plusieurs canaux sensoriels. Précision. Nous, en fait, nos cinq sens sont
tout le temps en action, globalement. C'est-à-dire que peu importe dans quelle situation nous sommes, nos yeux perçoivent, nos oreilles, notre odorat fonctionne, notre goût fonctionne, notre sens aussi du toucher fonctionne. Le fait est que notre cerveau est capable justement entre guillemets, d'inhiber certaines sensations et qu'il est capable aussi de nous dire quelles sont les sensations qui sont importantes et quelles sont celles auxquelles il faut prêter attention. Techniquement, notre cerveau, il est en capacité, justement, là, dans la situation actuelle, de nous dire ce qui se passe et ce qui est important, c'est plutôt ce que je vois affiché à l'écran, mais c'est également ce que j'entends. Et donc, il va, entre guillemets, inhiber ce qu'on va ressentir au niveau plutôt tactile. Donc, à moins que vous soyez super mal assis, théoriquement, vous n'avez pas vraiment conscience justement de vos sensations tactiles. Tout comme, à moins que vous soyez dans un endroit où il y a des mauvaises odeurs ou que vous ayez mangé quelque chose qui n'était pas terrible ou que vous soyez un peu malade, théoriquement, votre cerveau il va plutôt inhiber tout ce qui va être perception olfactive, gustative et ainsi de suite. Alors, il semblerait que pour beaucoup de personnes, et notamment d'enfants avec un TSA, on n'ait pas réellement ce genre de choses qui fassent qu'en fait, on a une sorte de superposition finalement des différentes sensations et des différentes également perceptions sensorielles. Après, il y a aussi un autre point, c'est que pour beaucoup d'enfants avec, et même d'adultes avec un trouble du spectre de l'autisme, on va également avoir des phénomènes d'hypo ou d'hypersensibilité. Et ces hypo ou hypersensibilités peuvent être propres à la personne, c'est-à-dire que même si vous allez avoir beaucoup d'enfants avec un TSA qui vont notamment avoir des sensibilités au niveau tactile, en fait, chacun aura sa sensibilité et elle va s'exprimer de façon vraiment personnelle. Alors, bien souvent, il y a également une incapacité pour la personne à sélectionner justement les informations qui sont pertinentes. Alors là, je notais l'exemple des informations auditives. Je vais vous donner un exemple. Donc, moi, j'ai pas mal travaillé, alors que ce soit en tant qu'AVS quand j'étais étudiante ou que ce soit en CMPP avec justement des enfants qui avaient des troubles du neurodéveloppement et notamment des troubles du spectre de l'autisme. Et donc, par exemple, beaucoup de ces enfants-là vont avoir alors des sensibilités au niveau auditif. Et ce qui va se produire, notamment chez ceux qui sont plutôt hypersensibles, c'est que, par exemple, lorsqu'ils sont en classe, ils vont effectivement percevoir ce que va dire la maîtresse, mais ils vont également percevoir les bruits à l'intérieur de la classe, mais même pour certains, ils vont également percevoir les bruits qui sont au niveau du couloir. Et comme je vous disais, alors que nous sommes capables justement de nous dire, OK, ce qui est intéressant, c'est pas tant le grincement de la chaise, c'est ce qui est en train d'être dit dans le cours, pour eux, c'est pas forcément si évident que ça. Et s'ils sont justement avec une certaine hypersensibilité à certains sons, du coup, peut-être que ce qu'ils vont percevoir prioritairement ou ce qui va plutôt avoir un effet un peu trigger sur eux, ça va être justement ce qu'ils vont entendre dans la rue plutôt que ce qui va être dit au sein de la classe. Et puis après, pour beaucoup, il va y avoir aussi une difficulté à donner du sens à ces fameuses sensations et à les anticiper. J'ai le souvenir d'un jeune garçon qui avait eu extrêmement peur en entendant un bruit de klaxon dans la rue, sauf que justement, pour lui, il n'avait pas forcément été capable de se dire que le klaxon, pourquoi est-ce qu'il l'avait entendu et pouvoir se dire que c'était un événement finalement isolé. Et donc, lui, il l'avait associé au fait que être dans la rue égale potentiellement être confronté à ce bruit qui fait peur. Et donc, il commençait à paniquer à l'idée justement de sortir de chez lui à cause de ça. Donc là, justement, une de ces difficultés, c'était de pouvoir donner du sens à ces sensations-là et donc à pouvoir anticiper et prédire en fait ce genre de choses. Et donc ça, ce sera un truc justement qu'il faudra évaluer parce que pourquoi est-ce qu'on vous consultera en priorité? Ce sera en mettant en avant le symptôme ou le comportement problématique qui est l'enfant ne veut plus sortir. Et du coup, il va falloir mener un travail d'investigation pour repérer qu'est-ce qui est justement la base de cette inquiétude et qu'est-ce qui explique justement que l'enfant soit dans cette inquiétude-là. Alors, pour d'autres, on peut avoir aussi un phénomène, alors, j'aime pas tellement dire, mais abaissement des perceptions ou en tout cas d'hyposensibilité. Alors, sachant que pour un même canal sensoriel, on peut avoir à la fois des hypo et des hypersensibilités. Je m'explique, je reviens sur la question auditive. Vous pouvez avoir des enfants qui vont être hypersensibles à certains bruits, mais à côté, ils vont être tout à fait capables, notamment lors des autostimulations, de faire des bruits qui sont beaucoup plus forts que ceux qu'ils redoutent.
Voilà. Et donc là, encore une fois, c'est une question aussi d'évaluer la sensibilité à chacune de ces perceptions. Mais également, c'est que même si il va être hypersensible d'une façon générale, il peut très bien être hyposensible sur certaines choses, ou tout comme aussi, il peut vivre certaines hypersensibilités sur un mode plutôt, on va dire, d'excitation, tandis que pour d'autres, ce sera sur un mode plutôt anxiogène. Et puis après, les hyper ou les hypo réactivités aux stimulations sensorielles ou les intérêts, entre guillemets, spécifiques pour certains aspects sensoriels de l'environnement vont également influencer le comportement de l'enfant, mais également avoir avoir un impact également sur son vécu émotionnel et puis potentiellement sur son anxiété. On a aussi beaucoup d'enfants avec un trouble du neurodéveloppement et plus précisément avec un TSA qui sont aussi avec des hypotonies. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'à cause de ça, la personne va prendre des mauvaises postures, ce qui peut entraîner des douleurs, mais ce qui va aussi influencer la façon dont les informations sensorielles vont être remontées vers le cerveau et dont elles vont être prises en compte. Ce qui fait qu'il peut y avoir une lenteur de traitement et ce qui va aussi induire la fausse représentation que beaucoup de gens ont encore sur le fait que les personnes qui ont un TSA seraient moins sensibles à la douleur. Alors, ce n'est pas vrai, elles ressentent la douleur autant que n'importe qui, peut-être même plus dans certains cas, mais le fait est que elles ne vont pas forcément la comprendre de la même manière, mais il y a aussi le fait que les informations, encore une fois, de douleur ne seront pas forcément remontées aussi rapidement ou de la même façon que chez un neurotypique. Donc voilà, encore une fois, je reviens sur la question de l'hypotonie. Par exemple, vous allez avoir beaucoup d'enfants autistes ou avec un TSA qu'on va voir plutôt marcher, par exemple, soit sur la pointe des pieds, soit que vous allez voir aussi marcher en mettant leurs pieds d'une façon un peu penchée, tout ça. Et ça, en fait, s'ils adoptent ce style de posture, c'est souvent pour compenser une forme d'hypotonie, mais ça va aussi avoir comme répercussion le fait qu'au bout d'un certain temps, ils vont se rigidifier sur certaines postures, ce qui va faire que après, s'ils se blessent, par exemple, au niveau musculaire, au niveau du pied, des jambes, tout ça, ils percevront pas forcément la douleur ou en tout cas l'information de douleur n'arrivera pas de la même manière qu'une personne qui ne serait pas mise dans ce type de posture. Voilà. Alors, les troubles également sensoriels, ils vont avoir un impact sur l'anxiété et sur la régulation des comportements. Au niveau du retentissement comportemental, on parle beaucoup de maniérisme des mains et des doigts, des maniérismes plus complexes et puis aussi des postures, voilà, qui peuvent être hypo ou hypertoniques. Mais également, il y a beaucoup aussi de conduites qu'on va associer à des conduites d'évitement. Alors, il faut savoir que beaucoup de ces choses-là peuvent être expliquées justement par les perceptions sensorielles qui sont très spécifiques à l'enfant avec un TSA. Et là, encore une fois, il va falloir pouvoir les explorer pour pouvoir les comprendre. Pareil, des comportements de sélectivité alimentaire, des comportements aussi d'hyperesthésie au niveau de la peau, aussi cette fausse insensibilité à la douleur, toutes ces particularités aussi qu'on peut retrouver au niveau vestibulaire, c'est-à-dire le fait que les enfants aiment beaucoup tourner sur eux-mêmes, des choses comme ça. Ça peut leur donner justement un sentiment d'équilibre qu'ils n'ont pas d'ailleurs, entre parenthèses, dans d'autres situations, d'où le fait qu'ils peuvent beaucoup apprécier le fait de tourner sur eux-mêmes. Enfin, tout ça, c'est lié justement à ces fameuses perceptions sensorielles qui sont très spécifiques pour les personnes qui ont un TSA. Et du coup, le fait de les faire, ça peut être aussi employé dans une visée anxiolytique. C'est-à-dire que pour certains enfants qui ont un TSA, face à l'anxiété, une façon de réguler leurs émotions, ça va être justement d'avoir ce type de comportement ou d'être dans la fuite ou dans la recherche de certains stimulus. Alors, sur le plan neuropsy cognitif, les difficultés de perception au niveau sensoriel, ça va avoir des répercussions et ça va avoir entre autres comme répercussion des fois des troubles de l'orientation temporelle, de l'orientation aussi dans l'espace. Ça peut avoir des répercussions également au niveau attentionnel, au niveau de la régulation motrice et puis la régulation des émotions, mais également au niveau de la compréhension des émotions et puis aussi au niveau de la théorie de l'esprit, excusez-moi. Et puis après, ça va aussi avoir comme impact sur le comportement. Voilà, tout ce qui peut être
comportements, mouvements stéréotypés répétitifs, mais également tout ce qui peut être aussi cette impression de besoin d'immuabilité, puis d'intolérance à tout ce qui peut être changement. Ça va se traduire aussi par rapport aux intérêts restreints, mais aussi à tout ce qui est hyper ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles. Alors, sachant qu'aucun de ces signes n'est véritablement pathognomonique du TSA. Vous pouvez les retrouver dans des tas d'autres troubles du neurodéveloppement. Alors, parlons maintenant de l'anxiété. En fait, l'anxiété, finalement, elle a été mentionnée très très tôt dans les études, notamment celles de Kanner et d'Asperger. Voilà, dès les années 40, eux, ils ont parlé du fait que justement, les enfants qu'ils avaient observés, qui avaient justement un TSA, étaient plutôt fragiles au niveau de l'anxiété. Et si vous avez suivi justement ce que je vous expliquais par rapport aux particularités sensorielles, ça s'explique finalement assez facilement. C'est clair que notre environnement peut être incroyablement anxiogène si vous avez du mal à comprendre en fait certains stimulus, mais également si vous n'arrivez pas à les anticiper, et également lorsque vous-même vous n'arrivez pas forcément à bien comprendre votre propre perception de certaines sensations. Je parlais d'hypersensibilité, notamment au niveau tactile. Beaucoup d'enfants avec un TSA ne vont pas supporter le contact de leur peau avec certains vêtements, certains tissus, certaines textures. Et si c'est pas forcément justement connu et pris en compte, on va se retrouver avec un enfant qui se retrouve par exemple avec des jeans ou avec des pantalons qui vont lui donner l'impression d'être comprimés au niveau au niveau du ventre. Peut-être qu'ils vont pas réussir à l'exprimer forcément ou que ça ne va pas forcément être compris ou pris en compte par l'entourage. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce qui va se passer, c'est imaginez 2 secondes si vous êtes dans une tenue inconfortable, que du coup, vous avez l'impression de ne sentir que ça dans votre journée et qu'en plus de ça, vous ne comprenez pas forcément bien, vous n'arrivez pas forcément bien à exprimer justement votre mal-être, et qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez justement de vous sentir anxieux par rapport à certains vêtements, mais aussi vous risquez automatiquement d'essayer d'exprimer votre mal-être. Alors, soit de le compenser vous-même, par exemple, en ayant certains comportements d'autostimulation qui peuvent avoir cette visée justement de faire baisser l'anxiété, mais si en face de vous, les gens ne le comprennent pas, du coup, ils vont vouloir intervenir, vous empêcher de le faire, et du coup, ça va vous rendre encore plus anxieux, ou ça peut vous mettre en colère également. Et puis sinon, ça va être aussi comment exprimer quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même ou pour lequel vous avez l'impression que les autres ne le prennent pas en compte ou ne le comprennent pas, ça aussi, ça peut être une source d'anxiété. Alors, pour revenir un petit peu là sur l'anxiété, justement, il semblerait qu'il y ait une très grosse prévalence des troubles anxieux chez les personnes qui ont un TSA. On estime que ça concernerait entre 42 et 56% des personnes qui ont un TSA, le trouble anxieux. Tout trouble anxieux confondu, d'accord? Mais que bien souvent, la présentation, elle va être assez différente de celle des neurotypiques, ce qui fait que des fois, ça va être conforme aux critères du DSM, mais d'autres fois, non. Ce sera une expression bien particulière du trouble anxieux. Et donc là, encore une fois, ça peut aussi être difficile à repérer et donc à comprendre pour les tiers. Par rapport aussi à la reconnaissance des troubles anxieux, il y a aussi un autre problème, c'est que la plupart de nos outils d'évaluation ou de nos outils de diagnostic, ils ne sont pas forcément adaptés aux personnes qui ont un TSA. Il y a quelques outils, je vous en présenterai après, qui sont vraiment bien conçus pour les personnes qui ont un TSA, mais elles n'ont pas, en tout cas à ma connaissance, été traduites en français. Les outils d'évaluation, comme je vous disais, habituels ne sont pas adaptés, justement. Et les études montrent plutôt des résultats qui sont très variés, ce qui fait qu'on n'a pas forcément d'approche unifiée de l'anxiété. Et même si la majorité des études disent que les TCC sont plutôt celles qui montrent les meilleurs résultats, encore une fois, vous ne pouvez pas forcément appliquer la TCC de la même façon que vous le feriez avec des personnes neurotypiques. Pardon. Pardon. Alors, l'anxiété puis les manifestations anxieuses, elles sont souvent mésinterprétées également. Bien trop souvent, on a tendance à interpréter les manifestations anxieuses comme étant des manifestations du TSA, ou en tout cas, on a tendance à les minimiser et à les voir comme finalement moindres par rapport au TSA en lui-même. Sauf que non, il faut pouvoir dissocier. Voilà, c'est la notion de double diagnostic qui est justement importante.
Et puis, c'est aussi parfois difficile de faire la part entre certaines manifestations anxieuses et des manifestations plutôt du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, tout en sachant qu'on peut tout à fait cumuler deux TND, il y a effectivement des personnes qui ont un TSA et un TDAH, l'un n'empêchant pas l'autre. Alors, comment comprendre l'anxiété chez les jeunes qui ont un TSA? Ben là, je vous présente le modèle multifactoriel en fait de Davis, White et Holendick. Donc, ce qui est à prendre en considération, en fait, c'est vraiment plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire, OK, l'anxiété, c'est un problème interne, donc ce sera un problème 100% individuel. Non, ce n'est pas comme ça. L'anxiété, en fait, il faut la considérer comme étant en interaction avec d'autres éléments, notamment l'environnement, mais aussi le tempérament de la personne, mais également tout ce qui va être autour des facteurs plutôt génétiques et physiologiques. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer aujourd'hui, mais il y a pas mal d'études très intéressantes concernant en fait l'amygdale chez les personnes avec un TSA et notamment en fait comment est-ce que leur amygdale va réagir de façon très spécifique à certains stimulus ou plutôt certains stimuli de danger. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'études là sur ce sujet qui sont très intéressantes et qui montrent justement que au niveau de leur cerveau, eh bien, ça va pas forcément réagir de la même manière que celui des personnes neurotypiques. Et donc, c'est ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi est-ce qu'ils seraient d'autant plus à risque pour développer des troubles anxieux. Voilà, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'était pour vous donner quelques notions rapides. Alors, autre point très, très important, il y a également tout ce qui va être risque de vulnérabilité, mais également tout ce qui va être facteur de protection et facteur de résilience. Encore une fois, ce seront des éléments à prendre en considération, que ce soit au niveau de l'environnement. Est-ce que l'environnement est suffisamment capable de s'adapter pour prévenir certains éléments qui peuvent être anxiogènes, mais aussi est-ce que l'environnement peut être suffisamment protecteur également. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est que face à certaines anxiétés de l'enfant qui a un TSA, bah, des fois, il sera plus simple justement d'intervenir sur l'environnement et d'apporter des modifications ou en tout cas des aménagements pour pouvoir prendre en charge justement et prévenir cette anxiété. Et puis après, bah, pour ceux qui sont capables de l'exprimer, on va aussi rechercher tout ce qui peut être biais cognitif, mais on va aussi rechercher tout ce qui peut être comportement d'évitement, puisque si vous aviez suivi déjà les conférences auparavant, ce qui va beaucoup faire que l'anxiété va perdurer et que certains troubles anxieux vont perdurer dans le temps, eh bien, ce sont les comportements d'évitement qui sont mis en place par la personne. Alors, pour ce qui est des spécificités des troubles anxieux chez les personnes qui ont un TSA, bah, encore une fois, on n'a pas de consensus. A priori, on a une plus grande vulnérabilité aux troubles anxieux généralisés, aux phobies spécifiques, aux phobies sociales et à l'anxiété de séparation chez les enfants et les adolescents qui ont un TSA. Souvent, l'anxiété, elle va plutôt se traduire par la mise en place de comportements compulsifs. Ce serait observé pour 6 à 37% des enfants et des adolescents qui ont un TSA. Encore une fois, vous voyez qu'il y a un énorme gap entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée, ce qui vous montre à quel point justement, on a énormément d'études finalement, mais on a un peu du mal, entre guillemets, à avoir un vrai consensus. Alors, je reviens sur la question des comportements compulsifs, mais j'en parlerai plus tard aussi en profondeur. C'est qu'il ne faut pas confondre comportement compulsif et TOC. Voilà, ça c'est important. Beaucoup d'enfants qui ont un TSA vont avoir des comportements compulsifs. Vous allez le retrouver, par exemple, sur le fait qu'ils vont avoir tendance à toujours toucher, par exemple, le même objet ou qu'ils vont avoir besoin de pouvoir faire certains gestes et ainsi de suite. Alors, ce sont des comportements qu'ils vont mettre en place bien souvent pour pouvoir soit manifester leur anxiété, soit pour pouvoir la réguler. Mais ce ne sont pas des TOC, c'est-à-dire troubles obsessionnels compulsifs au sens strict du terme. Beaucoup d'enfants et d'ados qui ont un trouble du neurodéveloppement sont beaucoup plus à risque aussi, malheureusement, de subir des abus. Et pourtant, ce sujet reste relativement peu étudié. Il y a relativement peu d'études qui portent sur les manifestations du stress post-traumatique et des manifestations anxieuses suite à des événements d'abus chez les jeunes qui ont un TSA. On estime, en tout cas, c'est la conclusion
conclusion à laquelle étaient arrivés Métard et Moukades en 2011, qu'ils estimaient que 17,4% des jeunes qui ont un TSA souffrent d'un stress post-traumatique. Alors, un petit peu plus tard, Stuns, j'espère que je dis bien son nom, Ziobek et Robke, eux, ils disaient que ce serait plutôt 7%. Donc, encore une fois, voilà, je pense qu'il y a que ce gap-là entre les deux s'explique notamment par le fait que beaucoup d'études sont plutôt basées sur les interviews des parents. Et également, bah, du coup, on part de leur représentation à eux, mais aussi à cause du fait que les jeunes qui ont un TSA ne vont pas forcément exprimer les symptômes d'un stress post-traumatique de la même façon qu'un jeune qui serait plutôt neurotypique. Alors, on a une beaucoup plus grosse prévalence également des troubles anxieux chez les parents. Le premier facteur de stress chez les parents qui ont un enfant avec un TND, tout TND confondu, c'est avant tout le facteur de stress économique. Beaucoup de parents qui ont un ou plusieurs enfants avec un TND, quel que soit le TND en question, sont contraints de renoncer partiellement ou en totalité à leur activité professionnelle, ce qui va induire automatiquement une perte de revenus. Sauf que pour pouvoir mettre en place certaines prises en charge ou certains aménagements, il va falloir investir dans du matériel qui, même s'ils ont un dossier MDPH et droit à certaines aides, bah, ça ne compense pas suffisamment le coût et donc ainsi de suite. Donc beaucoup de parents vont développer un trouble anxieux autour justement de ces contraintes-là, les contraintes économiques et logistiques. Alors, pour revenir à la spécificité des troubles anxieux chez les jeunes qui ont un TSA, bah, bien que toutes les personnes ayant un TSA, et quel que soit leur âge, peuvent souffrir d'anxiété et de troubles anxieux, bah, en fait, certains troubles vont apparaître plus spécifiquement que d'autres chez elles. Pour les enfants ados, on va surtout repérer des phobies spécifiques et des anxiétés de séparation. Alors, il y avait des études, notamment au début là, des années 2000, qui disaient que selon le niveau intellectuel et les compétences langagières, et ben, du coup, les jeunes qui ont un TSA allaient plus ou moins manifester certains troubles anxieux que d'autres. Alors, notamment tout ce qui était autour du trouble anxieux généralisé, du trouble panique, de l'anxiété sociale. Sauf que, attention, là, les dernières infos qu'on a au niveau de la littérature scientifique remettent plutôt en cause ce style, justement, de représentation. C'est-à-dire que quel que soit l'impact du TSA et quel que soit le niveau intellectuel et les compétences langagières, ils pourraient tous souffrir voilà, de tags, de troubles paniques, d'anxiété sociale, de phobies spécifiques et ainsi de suite. Mais c'est juste que forcément, bah, ils ne vont pas l'exprimer de la même manière. Et surtout, autre problème, c'est que ces troubles-là, bah, pour les investiguer, on va beaucoup se baser sur des questionnements et notamment, on va se baser sur la capacité de la personne à s'exprimer et à se représenter elle-même son état mental, l'état mental des autres, ça c'est pour l'anxiété sociale, mais également de pouvoir se représenter ce qu'elle vit à l'intérieur et de pouvoir exprimer ses pensées, ça c'est pour le tag. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire automatiquement que même si tous les jeunes qui ont un TSA peuvent le vivre, comme ces styles de troubles anxieux, bah, ce ne sont que ceux qui ont les meilleures compétences langagières qui vont pouvoir authentiquement l'exprimer. Ce qui fait que du coup, bah, c'est vers eux que les chercheurs vont plutôt avoir tendance à se tourner pour faire leurs recherches, justement, et ce qui fait qu'on va avoir cette impression-là que ça ne les concernerait que eux. Ce n'est pas forcément le cas. Ça va plutôt avoir tendance, au contraire, à invisibiliser les autres, ce qui est un peu dommage. Alors, autre point important, c'est la présentation des symptômes. Comme je vous disais, des fois, ça va être conforme à ce qu'on lit sur le DSM, mais des fois, ça va être complètement dissemblable. Il faut garder en tête aussi que les manuels de classification, comme le DSM ou la CIM, ils ont été conçus par et pour des neurotypiques. Ce qui fait que bien souvent, on va justement pas assez bien repérer les manifestations des troubles chez les personnes qui sont neuroatypiques ou chez celles qui ont une déficience intellectuelle ou qui ont une façon bien particulière de manifester leurs états émotionnels. Il y a un manuel diagnostique qui a été fait par l'association américaine justement de la déficience intellectuelle et qui est très bien pensé puisque justement il fait un parallèle entre les symptômes classiques qui sont vus dans le DSM et des symptômes spécifiquement manifestés par les personnes qui ont une déficience et selon leur degré de déficience. Malheureusement, qui n'est pas traduit en français. J'en avais traduit une partie dans mon livre sur justement la déficience intellectuelle, de la compréhension et la remédiation qui était paru chez Debock.
Alors voilà, je vous le dis, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et puis surtout, autre point, les tests, les questionnaires, les trois quarts du temps sont beaucoup basés sur des questions ou ouvertes ou des questions semi-fermées où on va demander à la personne de dire alors est-ce que tu ressens ça parfois, souvent, très souvent, ainsi de suite. Et là, encore une fois, bah, ça va vous perdre beaucoup de personnes avec un TSA. Alors, pour ce qui est de la spécificité des troubles anxieux, bah, on va parler des phobies spécifiques. A priori, ça concernerait 40% des jeunes, donc enfants, ados, avec un TSA. Sauf que, à la différence des enfants et des adolescents neurotypiques, eh bien, ils vont montrer justement des phobies très, très spécifiques. Bien souvent, ils vont avoir peur de bruit fort, ils vont avoir peur du matériel médical. Il y a beaucoup qui ont des craintes des aiguilles, et puis sinon, ce sera peur de la foule, peur des appareils mécaniques, alors que ce soit comment dire, que ce soit les aspirateurs ou que ce soit des engins de chantier, pardon, ou que ce soit les mixeurs et ainsi de suite. Et puis, il y aura également peur des phénomènes météorologiques et pour certains, peur des toilettes et des sèchements mécaniques. Et là, encore une fois, si vous avez bien suivi le début de la conférence, bah, vous allez repérer quoi? C'est que finalement, beaucoup de ces objets phobiques sont finalement des objets qui vont justement être déclencher des réactions fortes au niveau sensoriel. Et du coup, bah, encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir investigué les particularités sensorielles parce que ça va vous donner des bonnes indications sur finalement pourquoi est-ce que certains objets vont être phobiques et pas d'autres. Ah là, et puis il y a aussi, encore une fois, là c'est ce que je vous disais, mais il y a aussi certaines thématiques qui vont être reliées au vécu des jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes qui ont un TSA ont beaucoup plus de phobies autour du matériel médical que les enfants neurotypiques? C'est parce que malheureusement, ces enfants-là, depuis leur plus jeune âge, sont beaucoup plus confrontés justement au domaine médical et donc automatiquement au matériel médical. Matériel médical qui peut être à la fois très envahissant, entre guillemets, au niveau sensoriel. Peut-être que votre médecin ou le pédiatre de vos enfants va vous dire ou va leur dire attention, c'est un peu froid quand tu utilises le stéthoscope. Eux, ils vont peut-être leur sentir, voilà, sensation de froid, on va dire à 1 sur 10, et puis ça passe en 2 secondes. Pour un enfant avec un TSA, surtout s'il est non oralisant, les gens ne prennent pas forcément ce temps-là de lui expliquer. Et en plus de ça, du coup, lui, peut-être qu'il ne le ressentira pas à 1 sur 10, l'impression de froid, peut-être que ce sera beaucoup plus intense pour lui et du coup beaucoup plus anxiogène. Alors, pour ce qui est des attaques de panique, alors pareil, les attaques de panique chez les enfants et adolescents avec un TSA seraient beaucoup plus liées à justement toutes ces caractéristiques sensorielles et à cette impression d'être submergé par les informations sensorielles et le stress que cela va générer. Beaucoup d'enfants avec un TSA vont très mal vivre justement le fait d'aller dans les centres commerciaux. Alors, il y en a certains qui ont mis en place justement leur calme et ça, c'est assez bienvenu, on va dire. Mais parce que pour beaucoup, il faut se représenter que par exemple, c'est une agression entre les bruits parasites, entre les lumières extrêmement crues, entre également toutes les stimulations que ça représente d'avoir du monde autour de soi et ainsi de suite. Enfin, tout ça peut être générateur justement d'anxiété et peut être déclencheur d'attaques de panique. Il peut y avoir aussi comme conséquence une surcharge également des capacités à traiter les informations. Et puis finalement, l'attaque de panique, elle peut prendre l'apparence de ce qu'on appelle les meltdowns, où la personne, sinon, elle peut adopter aussi une attitude de retrait. Alors, la différence, justement, qu'est-ce que c'est un meltdown? Alors, je suis désolée, je ne sais pas quel est véritablement l'équivalent français, mais en fait, le meltdown chez les enfants et les ados et même chez certains adultes qui ont un TSA, c'est justement des moments où ils ont l'impression d'être tellement surchargés et tellement submergés par tout ce qui est sensoriel, émotionnel et ainsi de suite qu'en fait, ils vont avoir l'impression un peu d'effondrement, je dirais. Et pour certains, ça va se traduire par le fait, par exemple, de hurler, mais ça peut aussi se traduire par des attitudes plus de repli sur soi pour certains. Et donc, en l'occurrence, on peut les interpréter comme des répercussions justement d'une surcharge et à la fois sensorielle, mais aussi au niveau de l'anxiété. Alors, pour ce qui est des troubles anxieux, donc il y a également
tout ce qui va être autour de la phobie sociale qui va être présent quand même a priori chez 50% des jeunes qui ont un TSA, sachant que l'anxiété sociale serait présente seulement chez 7 à 13% des neurotypiques. Alors, bien souvent, la phobie sociale chez les jeunes avec un TSA va être plutôt orientée autour de la crainte de se comporter de façon inadéquate. A priori, ils sont moins préoccupés que les personnes neurotypiques par la crainte du jugement négatif des autres. Alors, probablement parce que pour pouvoir s'inquiéter du jugement négatif des autres, il faut avoir un certain niveau au niveau théorie de l'esprit. Et comme on le sait, au niveau des TSA, bien souvent, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité justement à se représenter les états émotionnels, alors de soi, mais aussi d'autrui, et de pouvoir les anticiper et tout ça, bien souvent, va être impacté. Alors, généralement, comme je vous disais, on va plutôt repérer chez eux des anxiétés autour de l'impression d'être inadéquate. Et puis, on va aussi retrouver plutôt autour de la conscience de manquer de compétences sociales. Voilà. Moi, en ce moment, je vois un homme adulte qui, justement, a un TSA. Et bien, ça, c'est une de ses préoccupations. C'est-à-dire, en fait, dans ses préoccupations, c'est finalement comment parler aux autres. Malgré le fait, justement, qu'il a pu suivre des groupes d'habileté sociale quand il était plus jeune, il reste quand même avec cette préoccupation, finalement, de comment s'adresser aux autres et de quel genre de comportement adopter, mais aussi de à quel genre de comportement de l'autre il faut être sensible pour savoir si l'autre est ouvert ou pas à la discussion. Alors pour ce qui est de l'anxiété généralisée, on a des très grosses variations au niveau de la prévalence parce que certaines études vont parler de 10,3% de personnes qui ont un TSA qui auraient un tag également, mais il y en a d'autres qui vont parler de 45%. Donc, vraiment, on a des très grosses différences d'une étude à l'autre. Alors, souvent, ces différences, elles vont s'expliquer par le fait que les études, elles vont soit interroger les jeunes s'ils estiment justement que ce sont des jeunes avec un TSA plutôt avec un haut niveau intellectuel et au niveau des capacités langagières, soit sinon ils vont interroger les parents, les enseignants, les éducateurs. Et là, du coup, on peut se dire qu'il y a un petit biais qui peut être lié aux répondants, quoi. Alors, souvent, l'anxiété généralisée chez les enfants et adolescents qui ont un TSA, ils vont avoir pour thème l'incertitude. Donc là, c'est assez commun à ce que vivent également les neurotypiques, mais il va y avoir aussi beaucoup d'inquiétudes autour de la sécurité des proches et aussi autour des symptômes et des maladies physiques. Et puis, on va parler quand même des TOC. Bon, même si les TOC ne font plus partie des troubles anxieux, ça vaut quand même le coup de faire un petit détour. Alors, déjà, je reprécise, tous les comportements compulsifs ne sont pas forcément des TOC. Bien souvent, je l'ai entendu, notamment quand je travaillais dans le médico-social, que les personnes confondaient les comportements répétitifs, les comportements d'autostimulation, les comportements stéréotypés, tout ce qui est autour du fidgeting également. Vous voyez, tout ce qui va être comportement autour des doigts et puis aussi de la manipulation de petits objets, enfin voilà, tout ça. Et tout ce qui va être les routines et rituels, beaucoup trop de personnes avaient tendance à dire c'est un TOC. Non, ce n'en est pas un, justement. Ce qui caractérise un TOC, ce sont les pensées obsessionnelles et les comportements compulsifs. Alors, chez les jeunes TSA, tout comme chez les jeunes neurotypiques, les symptômes du TOC vont être égodystoniques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux ont conscience que, en résumé, leurs symptômes n'ont pas d'allure. C'est-à-dire que même s'ils disent « oui, je sais bien que, entre guillemets, c'est ridicule de faire 50 vérifications », ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Plus les manifestations. Alors, par contre, les jeunes qui ont un TSA vont avoir beaucoup plus de manifestations au niveau comportemental et a priori moins de pensées obsessionnelles que les jeunes neurotypiques.
Alors, ce qui peut être considéré comme un TOC chez les jeunes avec un TSA, c'est beaucoup les comportements, par exemple, de besoin de parler ou de passer ou de poser des questions. J'ai souvenir, là, pour le coup, encore une fois, dans le médico-social, d'une jeune femme qui avait besoin de demander plusieurs fois et à plusieurs intervenants de lui repréciser les dates, par exemple, de certains événements, même si c'était des événements qui étaient, entre guillemets, routiniers. Là, en l'occurrence, effectivement, on peut interpréter ça comme étant une forme de TOC. Bien souvent, ces comportements-là, ils vont être employés en fait dans la visée, entre guillemets, de pouvoir réduire l'anxiété, mais ils vont avoir comme effet, par contre, que plus la personne pose la question, plus elle se sent anxieuse. Et donc, plus elle se sent anxieuse, plus elle va avoir besoin de poser cette question et d'avoir ce comportement compulsif. Vous voyez un petit peu le problème, on rentre rapidement dans un cercle vicieux. Toucher des objets également, mais aussi emmagasiner. Ça va être aussi un comportement assez typique du TOC chez les jeunes qui ont un TSA. Ce qu'on observe beaucoup moins fréquemment que chez les personnes neurotypiques, c'est les TOC autour du nettoyage, du comptage et de la phobie d'impulsion. Alors, il faut garder en tête que l'environnement a une responsabilité, que ce soit dans l'émergence, le maintien ou la décroissance de l'anxiété. Rappelons que 44 à 77% des enfants et adolescents avec un TSA subissent du harcèlement scolaire, sachant que le harcèlement scolaire, a priori, en fait, concernerait 2 à 17% des élèves, quels que soient les élèves, qu'ils soient neurotypiques ou neuroatypiques, hein, d'accord. 67% des enfants, des parents, pardon, des enfants qui ont reçu un diagnostic de TSA disent que leur enfant subit de façon régulière des intimidations verbales, physiques, sociales ou même du cyberharcèlement de la part de d'autres jeunes. Et 46% de ces mêmes parents estiment que leur enfant est confronté à des pratiques de harcèlement au moins une fois par semaine. Précision importante, ces phénomènes de harcèlement peuvent survenir dans tous les environnements et dans tous les milieux. On peut observer des phénomènes de harcèlement, que ce soit dans l'école ordinaire ou que ce soit dans les structures médico-sociales. Ce n'est pas parce que l'enfant est en IME qu'il ne va pas subir d'intimidation de la part des autres jeunes. Idem, il peut également subir de l'intimidation de la part des autres jeunes dans des contextes non scolaires, comme par exemple les centres de loisirs ou dans des groupes sportifs. Alors, ce qui va constituer des facteurs de risque, c'est souvent le manque de soutien social. Il faut rappeler que le soutien de la part des pairs, c'est un facteur de protection, mais c'est également, alors à la fois un facteur préventif, mais également un facteur de protection concernant le harcèlement scolaire et concernant le stress post-traumatique. Le fait également que les enfants avec un TSA ont souvent un langage bien spécifique, ils ont également un débit de parole et une façon de s'exprimer bien spécifique, et sinon ils ont aussi bien souvent des difficultés au niveau de la communication sociale, et ben tout ça fait que malheureusement ils se retrouvent d'autant plus à risque d'être repérés par les autres comme étant potentiellement vulnérables et de subir justement des pratiques de harcèlement de la part des autres. Si l'enfant ne réussit pas forcément à riposter, ou même s'il n'arrive pas à identifier le fait qu'il est en train de se faire agresser par les autres, ou s'il n'arrive pas à dénoncer ou à demander de la protection, bah, automatiquement, malheureusement, il va se retrouver d'autant plus à risque de subir ce type de, comment dire, ce type d'événement. Et puis après, le trouble aussi de la théorie de l'esprit va faire que le jeune ne se représente pas forcément le fait que les autres puissent être malveillants avec lui. Beaucoup d'harceleurs vont profiter du fait que justement les jeunes avec un TSA ont souvent une sorte de naïveté entre guillemets sociale, et donc du coup ils vont utiliser beaucoup de l'ironie contre eux, du second degré, des choses comme ça, parce qu'ils savent justement qu'ils ne le comprennent pas, et donc du coup ils vont s'en servir pour leur faire subir de l'intimidation verbale. Et puis après, bah, il y a aussi les groupes de parole traditionnels qu'on va mettre en place bien souvent pour prendre en charge tout ce qui va être autour du harcèlement scolaire. Bah, ils ne sont pas pensés justement pour les jeunes qui sont neuroatypiques. Et donc, on va leur demander, par exemple, de participer à des groupes de parole, sauf que, encore une fois, bah, eux, ils ne sont pas forcément outillés pour pouvoir être dans ces groupes-là, ou pour pouvoir savoir comment prendre la parole, qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire face aux autres membres du groupe.
Et ils peuvent être, voilà, les jeunes avec un TSA peuvent être vraiment, entre guillemets, très bruts de décoffrage quand ils s'y mettent, c'est-à-dire que ça ne leur pose pas de souci de dire que les autres sont des baltringues s'ils pensent que ce sont des baltringues. Vous vous doutez bien que c'est pas vraiment ce qu'on peut dire en groupe et que ça va pas forcément être bien reçu. Mais bon, ils peuvent s'exprimer comme ils le pensent. Et puis, il y a aussi l'autre problème, c'est que pour beaucoup, être dans un groupe de parole, c'est anxiogène. Donc, du coup, ils ne vont pas forcément soit s'exprimer, soit sinon, ça va sortir tout croche. Et du coup, bah, encore une fois, ils ne vont pas pouvoir en profiter. Dans les autres questions, qu'est-ce qui peut rendre aussi l'environnement invalidant? Bah, il va y avoir la mauvaise perception des capacités et des déficits de la personne, les difficultés à entrer en communication avec la personne aussi, les mauvaises perceptions des antécédents et des conséquences des comportements, la mauvaise connaissance des possibilités d'aménagement de l'environnement et aussi le fait de ne pas renforcer les comportements adaptés. Ça, vous le verrez beaucoup si vous travaillez en partenariat avec les écoles. On a beaucoup trop tendance à penser qu'un comportement adapté est normal et qu'un comportement problématique devrait être mis comment dire, devrait être, j'allais dire, stigmatisé. C'est exactement la pensée, mais j'aurais aimé l'exprimer différemment. Mais en l'occurrence, beaucoup d'enseignants vont l'exprimer de cette façon-là. C'est-à-dire que si l'enfant se comporte bien, ils vont estimer que c'est normal. Et s'il ne se comporte pas bien, ils vont estimer qu'il faut mettre le doigt dessus pour que l'enfant comprenne. Sauf que bien souvent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec les enfants neurotypiques. Ça marche encore moins avec les enfants neuroatypiques qui, eux, au contraire, bah, vont voir que on ne valorise pas spécialement leur comportement quand ils sont adaptés, mais qu'à l'inverse, ils vont obtenir beaucoup de renforcement pour des comportements inadaptés. Donc, automatiquement, bah, ils risquent davantage de s'engager sur des comportements qui sont en apparence inadaptés. Autre point important également, pour beaucoup d'enfants qui ont un TSA, voir un adulte se fâcher, faire les gros yeux, les trucs comme ça, eux, tout ce qu'ils voient, c'est un clown rigolo. Donc, très franchement, quand les enseignants vont dire « je lui ai fait les gros yeux », bah oui, non, ça n'a pas le caractère, comment dire, ça n'a pas le caractère préventif qu'ils espèrent. Au contraire, ça a plutôt donné une impression que bah, là, ils sont face à quelqu'un qui a un visage assez marrant. Et donc, du coup, ça va donner envie de continuer pour reprovoquer justement le fait de voir apparaître ce visage un peu marrant. Je me souviens notamment d'un petit garçon qui était mort de rire dès que l'enseignante disait non. Donc, automatiquement, bah voilà, dès qu'elle essayait, entre guillemets, de faire du recadrage en disant non, bah, pour lui, c'était super drôle. Donc, du coup, bah, il allait plutôt continuer à avoir certains comportements inadaptés parce que justement, ça lui donnait accès à ce fameux non qu'il trouvait si marrant, quoi. Donc voilà. Autre problème, bah ça j'en ai largement parlé, c'est lorsqu'on donne une trop forte attention aux comportements problématiques. Et puis après, il y a aussi les ruptures de lien avec les proches lors des hospitalisations ou des entrées en institution. On a beaucoup trop tendance à parler IME rapidement, sauf que c'est un déchirement pour beaucoup d'enfants, qu'ils soient avec ou sans TSA. Pour beaucoup d'enfants, l'entrée vers le médico-social, ça veut dire être en rupture par rapport au groupe de pairs avec qui ils étaient habitués à être. Même si ça arrive en maternelle, même si ça arrive dans les petites classes, bah, mine de rien, même s'ils avaient donné plutôt l'impression, entre guillemets, d'être assez indifférents à leur environnement, bah, dans la réalité, non, ça avait quand même une importance et pour beaucoup, bah, ça va être une rupture, ça veut dire qu'ils ne reverront plus ces enfants alors qu'ils y étaient justement bah, familiers depuis longtemps. Alors, parlons rapidement des aspects concernant la thérapie à présent. Alors, déjà, ce qu'on va garder en tête, c'est que les jeunes qui ont un TSA, ils ont un traitement spécifique de l'information sensorielle. J'en ai largement parlé auparavant, mais ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. C'est important aussi de ne pas faire de la thérapie 100% orale. Déjà parce que pour beaucoup, bah, tout ce qui va être information auditive, ça peut être compliqué à gérer, mais aussi parce que bah, parfois, on va avoir tendance justement à les submerger de discours et ça va être compliqué, entre guillemets, pour eux de faire le tri parmi tout ce qu'on dit sur quelles sont les informations importantes. Alors, il vaut mieux, justement, si on est sur une consigne orale, attendre et laisser du temps pour que l'information auditive soit traitée et surtout ne pas surcharger l'enfant.
Ensuite, si on utilise les pictogrammes, alors utiliser des pictogrammes que les enfants comprennent. Bien souvent, les images fixes, ça va être plutôt aidant pour les enfants qui ont un TSA, mais à condition qu'on leur laisse le temps de traiter l'image et qu'on ne les surcharge pas avec des informations orales. On a beaucoup trop tendance à montrer un pictogramme et ensuite à faire blablabla, voilà, c'est-à-dire on met beaucoup de contenu oral autour. Ça fait une grosse surcharge sensorielle. Il vaut mieux montrer l'image fixe pendant un long moment en donnant un seul mot avant de passer au picto suivant. Il faut aussi voir après avec les orthophonistes combien de mots justement l'enfant comprend et pouvoir s'adapter en fonction de ça. Vous allez avoir des enfants qui sont non oralisants, c'est-à-dire qui ne vont pas forcément s'exprimer au niveau verbal, mais qui par contre comprennent énormément de mots. Voilà. Et donc ça justement, bah, c'est important d'avoir notion de ça. Alors, pour ce qui est des grandes lignes des TCC, traditionnellement, dans les TCC, ce qu'on va faire, c'est que on va évaluer d'abord l'anxiété et ses manifestations. On va faire de la psychoéducation, c'est-à-dire on va parler du trouble, on va expliquer comment il fonctionne, puis on va également faire des analyses fonctionnelles des comportements, et puis on va essayer de repérer, de tolérer les émotions, les sensations physiologiques. On va également identifier les pensées anxiogènes et on va travailler sur la restructuration cognitive. Et puis, on va faire également tout ce qui est identification, hiérarchisation des situations ou des objets phobiques. On fera de l'exposition graduée si on est plutôt sur un traitement de phobie spécifique ou de phobie sociale, ou même sur un trouble anxieux, que ce soit autour des attaques de panique ou autre. Et puis, on va également travailler sur tout ce qui est stratégie de résolution de problèmes. Et puis, on encouragera également la généralisation avec les parents lorsqu'on travaille avec des enfants neurotypiques. Alors, lorsqu'on est avec des enfants qui ont un TSA, on va un petit peu adapter tout ça. Alors déjà, comme je disais tout à l'heure, pas de thérapie 100% orale. On va essayer de privilégier plutôt tout ce qui est exercice concret et exercice ludique. On va également mettre beaucoup plus l'accent sur les intérêts et les talents et les forces de l'enfant. Attention, même si bien souvent dans les TCC, on va utiliser la relaxation ou on va essayer d'utiliser la mindfulness, il faut garder en tête que c'est pas forcément évident pour les enfants qui ont un TSA. Beaucoup d'enfants avec un TSA vont vivre les moments de relaxation ou de mindfulness comme étant plutôt anxiogènes. Et ça, c'est important d'en avoir conscience. Il y a des études qui montrent que ça leur est bénéfique, mais encore une fois, ça ne peut pas être un outil que vous appliquez à tout le monde. Il faut pouvoir évaluer justement et ne l'appliquer que si c'est réellement justement pertinent pour la personne. Et puis, on va inclure les parents aussi dans des groupes de psychoéducation et des groupes spécifiques. Puisque, comme je vous disais, les parents, finalement, ils vont être inclus en tant que, parce que c'est les premiers éducateurs de l'enfant, que l'enfant leur est dépendant d'eux, mais aussi parce que on va leur demander d'appliquer les différents outils une fois qu'ils sont à la maison. Alors, pour les autostimulations, c'est important de bien analyser, de repérer quelles sont leurs fonctions et leurs conditions d'apparition et qu'est-ce qui les renforce. Et on peut permettre à l'enfant d'y avoir recours sur des temps donnés. Par exemple, on peut lui laisser la possibilité d'avoir recours à ces autostimulations si ça l'aide à se concentrer. Ou après un travail, lorsque justement, ça a une visée de renforcement. Pareil, certaines autostimulations sont aussi des stratégies chez certains enfants avec un TSA pour gérer leur anxiété. Et du coup, ça vaut le coup justement de pouvoir repérer, parce que des fois, c'est les stratégies qu'on met en place soi-même qui sont les meilleures. Encore une fois, ce sera évalué aussi par rapport à quel style d'autostimulation ils ont et quel est aussi l'impact de ces fameuses autostimulations et sur l'enfant et sur son adaptation à l'environnement et aux situations et ainsi de suite. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que dans mes jeunes années, j'ai fait des formations ABA et tout ça, où à l'époque, c'était les autostimulations, c'est pas bien. Et donc, on encourageait plutôt justement les thérapeutes à limiter au maximum les autostimulations. Sauf que non, les autostimulations, elles ont leur intérêt et il faut pouvoir le respecter. Tant qu'elles ne mettent pas en péril, je dirais, la sécurité ni même l'inclusion, il n'y a pas forcément de raison d'aller à leur rencontre. Alors, ensuite, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de fournir également d'autres stratégies de régulation à l'enfant, notamment pour réguler son anxiété. Ça peut être aussi, voilà, de pouvoir varier finalement son éventail de stratégies.
Alors, bien repérer les stratégies de coping qui ont été déjà mises en place et voir si elles sont efficaces ou si elles renforcent l'anxiété. Comme je vous disais, parfois, pour certaines personnes, qu'elles soient neurotypiques ou neuroatypiques, le fait justement d'avoir des stratégies plutôt de retrait ou d'échappement, ça va être une façon de gérer l'anxiété, sauf que là, pour le coup, ça va plutôt avoir un effet délétère parce que du coup, ça renforce l'anxiété, mais aussi pour certains enfants ou adolescents qui ont un TSA, ça va être un échappement, mais au sens voilà, premier du terme. C'est-à-dire, par exemple, ils vont être stressés à l'intérieur de la cour de récréation. Ils ne vont pas forcément aller évaluer plus loin leur environnement ou les dangers et ils vont se sauver. Et là, voilà, entre guillemets, s'ils sont vraiment dans cette idée de j'ai très peur et je me sauve, ça ne leur pose pas de souci, même s'ils font 1,10 m d'escalader un grillage. Voilà, ça c'est un exemple d'enfant qu'on avait suivi au CMPP justement. Donc voilà, c'est pour dire que là, en l'occurrence, c'est un échappement, c'est une stratégie de coping face à l'anxiété. Sauf que là, pour le coup, elle n'est pas du tout adaptée. Non seulement elle renforce l'anxiété, mais en plus de ça, elle met l'enfant dans une situation dangereuse. Donc pour le coup, il faut travailler dessus. Ensuite, il y a aussi une autre chose importante. Il faut tenir en considération le fait que les troubles anxieux, ils sont liés et ils sont renforcés par des expériences sensorielles spécifiques. Et donc, ça, c'est pareil. Il faut pouvoir les identifier et il faut voir comment ces expériences-là, elles provoquent et renforcent le trouble anxieux. Hein. Et ensuite, il faut pouvoir tenir justement en compte les particularités au niveau exécutif. Certains enfants qui ont un TSA vont avoir des difficultés au niveau attentionnel, au niveau de la mémoire, au niveau de la planification, mais également au niveau de la flexibilité. Et bien, automatiquement, il faudra pouvoir tenir compte de ces éléments-là. Parce que vous ne pourrez pas proposer les mêmes stratégies d'adaptation à des enfants qui ont des bonnes compétences de flexibilité qu'à des enfants qui, au contraire, ont relativement peu de flexibilité, je dirais, au niveau neuropsy, et qui, du coup, vont plutôt être dans la persévération. Alors, pour ce qui est des évaluations, donc là, rapidement, donc, quand on est dans une visée diagnostique, il faudrait pouvoir repérer tout ce qui est fonction exécutive, tout ce qui est aussi au niveau de l'ADOS, la DIR, tout ça, c'est ce qui nous permet justement d'évaluer justement et de repérer l'autisme. Il faudrait pouvoir proposer la Vineland également aux parents. Il faudrait pouvoir proposer également le PEP3, mais aussi pouvoir repérer tout ce qui est quotient empathique, le test des faux pas, la reconnaissance des émotions avec la NEPSI et puis la SCQ, c'est-à-dire le questionnaire de communication sociale. Ça vous donne des bons indicateurs et ça vous permettra aussi d'avoir des billes pour travailler, notamment si vous êtes face à un jeune qui cumule à la fois TSA et plutôt phobie sociale. Et puis sinon, pour servir de base également, vous pouvez utiliser tout ce qui est échelle qui évalue les habiletés sociales, mais également les échelles d'autonomie. Au niveau de la qualité de vie, il y a la MAVI de Fougerolas et Neuro, ça c'est plutôt une échelle québécoise, mais bon, on la retrouve gratuitement sur le net. Et puis il y a également, pour tout ce qui est autour des troubles du comportement, ça vous pouvez l'observer. Alors, soit justement vous demandez aux proches ou aux éducateurs ou aux enseignants de pouvoir tenir justement une sorte d'agenda sur laquelle ils vont noter, alors en ciblant des troubles comportementaux bien spécifiques. Comme ça, vous saurez quand est-ce qu'ils se manifestent et ce sera beaucoup plus simple aussi pour vous de pouvoir identifier quels sont les éléments déclencheurs, mais également de pouvoir repérer quel était l'impact de l'anxiété sur ces fameux troubles du comportement, soit si le jeune en a la capacité, lui demander à lui-même de faire des auto-enregistrements. Bon, après, on pourra aussi observer autour de l'estime de soi, de l'affirmation de soi. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que bien souvent, les jeunes qui ont un TND, tout TND confondu, ont bien souvent une estime de soi relativement basse. Et donc, ça vaut le coup de pouvoir l'évaluer. Pourquoi? Parce que si vous avez une estime de soi, une estime de vous-même basse, du coup, vous avez peu de confiance en vous-même et peu de confiance dans vos capacités justement de changement. Et donc, du coup, automatiquement, vous risquez d'être moins engagé également, ou en tout cas de moins croire dans la thérapie. Alors, pour ce qui est des hétéro-enregistrements, des grilles d'habileté sociale, nous en avons pas mal, qui soient pour les parents, mais également qu'elles peuvent être proposées pour d'autres personnes qui sont en contact avec l'enfant régulièrement. Voilà. Et puis, sinon, on peut également évaluer la théorie de l'esprit. Donc voilà, avec les exercices qui avaient été construits par Simon Baron-Cohen. Donc là, en l'occurrence, on a celui-ci où simplement, c'est des petites histoires
qu'on va présenter sous cette forme-là, sans texte, sans explication à l'enfant, et on lui demandera de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, voilà, ça c'est une adaptation en fait de Sally Ann. En gros, c'est bon, le test de Sally Ann, vous le connaissez certainement. C'est deux petites filles qui jouent. La première range sa poupée dans un coffre, elle s'en va. La seconde retire la poupée du coffre. Et du coup, on demande lorsque l'autre va revenir où est-ce qu'elle cherchera du coup la poupée. Là, celui-là, c'est, je ne sais plus comment s'appelle le garçon du test, mais on dit, voilà, il cherche ses cubes et ce jour-là, ils ont été mal rangés. On les a mis dans la boîte de lessive. Alors, où va-t-il chercher? Mais il n'est pas au courant, donc où va-t-il chercher ses cubes? Alors, pour les évaluations de l'anxiété, on a quand même pas mal de tests qui ont été conçus pour les enfants. Le fait est que on en a relativement peu qui sont conçus spécifiquement pour les enfants qui ont un TSA. Cela dit, certains, même s'ils ne sont pas conçus pour les enfants avec un TSA, peuvent être quand même proposés dans certaines conditions aux enfants. Donc, je pense notamment à la RCMAS, mais également à la SCARED, ainsi à la Fear Survey Schedule for Children, désolé pour mon accent, mais également pour l'ECAP, et puis après, bon, les autres questionnaires également d'anxiété. Alors, si vous avez le temps, vous pouvez également proposer la CASAD. Vous le trouvez également en libre service sur Internet. Il est extrêmement long. La RCMAS, malheureusement, cela demande un investissement puisque je crois qu'elle est éditée chez Ogref ou ECPA. Je ne suis plus sûre de moi, là, je vous avoue. Mais par contre, la RCMAS est vraiment assez bien pensée, je trouve. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a des normes qui sont établies pour les garçons et pour les filles. Parce que bien souvent, on ne fait pas assez de distinction justement au niveau des genres, sauf que on ne va pas forcément exprimer nos émotions de la même manière. Et c'est notamment le cas pour l'anxiété. Alors, les outils spécifiques pour les jeunes qui ont un TSA, bah oui, il y en a, mais à ma connaissance, elles ne sont pas traduites. Nous avons notamment Autism Comorbidity Interview, qui est une adaptation en fait de la CASADS, mais spécifique justement pour les jeunes qui ont un TSA. Et puis, on a la Autism Spectrum Disorders Comorbidity for Children. Tout ça ont été développés par des auteurs américains et malheureusement, comme je disais, je n'ai pas connaissance de traduction française. On va interroger l'entourage, évidemment. On va les interroger sur la nature et les manifestations de l'anxiété. On va les interroger sur l'impact des comportements, les éventuels troubles du comportement également qu'on peut interpréter bien souvent comme étant en fait des répercussions de l'anxiété. On va aussi regarder avec l'entourage quelles sont les conséquences justement de l'anxiété et des comportements. Et puis aussi, on va distinguer manifestations objectives des interprétations des répondants. Comme je vous disais, il y a besoin souvent de faire un peu de psychoéducation avec l'entourage pour préciser justement parfois qu'est-ce que c'est que l'anxiété, mais aussi pour pouvoir un peu débunker certaines représentations, notamment autour des TOC. Et puis après, on va utiliser nos grilles d'analyse fonctionnelle traditionnelles. On peut utiliser la SORC notamment, donc là que je vous ai mis sous la forme du cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on va identifier une situation. On va également repérer ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Donc là, c'est le côté organisme, c'est-à-dire tout ce qui va être réaction physiologique, réaction émotionnelle, mais également les pensées. On va aussi regarder ce qui se passe au niveau comportemental, là c'est pour le côté réaction, et également on va regarder les conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe suite à ce comportement et quels sont les éléments qui vont potentiellement renforcer le comportement. Je vous donne un exemple rapide. On est avec l'enfant et ses parents sont allés dans le centre commercial, sauf que le centre commercial, c'est une grosse surstimulation au niveau sensoriel, ce qui va provoquer de l'anxiété chez l'enfant. L'enfant, à ce moment-là, va manifester son anxiété, par exemple, par une conduite d'échappement, donc c'est-à-dire où il va essayer de s'enfuir, parce que lui, ce qu'il veut fuir, c'est son anxiété, hein, d'accord. Et donc, quel genre de conséquences ça va avoir? Ça va avoir pour conséquence le fait que, par exemple, les parents vont lui courir après pour le rattraper. Et, par exemple, un des deux parents va décider de rester après dans la voiture avec l'enfant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le phénomène de, à partir du moment où je me suis enfuie, eh bien, mon anxiété
diminue. C'est le principe de l'échappement, c'est que c'est une stratégie pour faire diminuer l'anxiété. En plus de ça, du coup, je peux obtenir le fait de rester dans la voiture avec un de mes deux parents, ce qui peut être une conséquence aussi qui peut être attrayante pour moi. Donc là, en tous les cas, on se retrouve avec deux styles de conséquences, c'est-à-dire d'un côté, une conséquence qui est plutôt un renforcement négatif, c'est-à-dire en ayant mon comportement de fuite, du coup, mon anxiété baisse. Donc, c'est-à-dire que par mon comportement, j'arrive à me protéger de quelque chose qui était plutôt aversif pour moi. Et je peux avoir un renforcement positif, c'est-à-dire le fait de rester avec un de mes deux parents. Et donc là, du coup, c'est un renforcement positif parce que c'est quelque chose que je vis comme étant plutôt chouette qui arrive suite à mon comportement et qui ne serait pas arrivé autrement. Donc voilà, l'intérêt de pouvoir regarder l'analyse fonctionnelle, c'est que ça vous donne beaucoup d'indices sur pourquoi est-ce que certains comportements perdurent. Un autre style d'analyse fonctionnelle qui a été mis en place par Gardner, plutôt pour parler justement des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du neurodéveloppement, c'est celui-ci. Alors moi, je l'aime bien parce que du coup, ça prend en considération de façon beaucoup plus détaillée ce qui va être facteurs de développement, facteurs environnementaux, facteurs psychologiques, mais également les facteurs biologiques et médicaux. Ça nous manquait un petit peu dans les autres formes d'analyse fonctionnelle plus traditionnelles. Et puis sinon, on a aussi le modèle québécois de l'analyse multimodale. Alors, très riche, beaucoup de choses, mais alors il faut avoir du temps pour le faire. Et puis aussi, autre point, il est il est très riche parce qu'il comporte beaucoup de choses, mais il peut être aussi un peu confusionnant. Donc, comme je disais, c'est à faire plutôt avec des adultes, mais aussi si vous avez le temps à consacrer à votre analyse fonctionnelle. Et puis après, adapter les TCC, c'est aussi tenir compte des particularités sensorielles. Les professionnels qui sont les plus à même d'évaluer justement les particularités sensorielles, ça va être beaucoup les psychomotes et les ergothérapeutes. Alors vraiment, si vous avez la possibilité de travailler en collaboration avec ces professionnels-là, n'hésitez pas. Un des grands débats auxquels on aura à faire face, c'est est-ce qu'on prend en charge les particularités sensorielles conjointement ou séparément par rapport aux autres difficultés. Et là, bien souvent, justement, ce sera un débat à avoir en équipe pluridisciplinaire parce que pour certains enfants, ce sera beaucoup plus pertinent de d'abord, justement, travailler sur les particularités sensorielles et après de travailler sur la gestion de l'anxiété. Et pour d'autres, ça pourra se faire en parallèle. Donc, vraiment, voilà, ça, c'est plus à faire du brainstorming en équipe. Autre point important, c'est qu'il faut tenir en compte ces particularités sensorielles, notamment lorsque vous faites de l'exposition. Puisque bien souvent, comme je vous disais, l'anxiété va être générée justement par certaines hypersensibilités. Et donc là, du coup, si on décide d'exposer l'enfant, eh bien, il faudra prendre en considération le fait qu'il puisse être hypersensible à certains stimulus et donc pas forcément le mettre en position d'être surchargé dès la première exposition, quoi. Donc voilà. Pour la question à concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Là, justement, Musquet et ses collègues avaient établi 3 options. Eux, ils proposaient, soit on faisait une option préventive, c'est-à-dire, en fait, on met les parents des enfants dans des programmes de sensibilisation aux particularités sensorielles et aux phobies spécifiques. Et du coup, on travaille avec les parents pour qu'ils apprennent justement à repérer les signes de détresse de l'enfant, les comportements d'évitement, les stratégies pour rentrer dans la désescalade de l'anxiété et ainsi de suite. Donc, en gros, on mise beaucoup sur le travail avec les parents. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le temps pour ça. Seconde option, pour les phobies spécifiques, là, c'était le fait de pouvoir distinguer l'objet phobique des particularités sensorielles et de tenir compte de celles-ci lorsqu'on faisait des expositions. Par exemple, si on est face à un enfant qui a peur des chiens, l'idée, c'était de pouvoir distinguer qu'est-ce qui faisait spécifiquement peur chez les chiens. Est-ce que c'est juste la vue du chien qui fait peur ou est-ce que c'est la vue et le fait d'entendre aboyer? Par exemple, si on se disait ce qui fait peur, c'est la vue du chien seul et en plus de ça, l'enfant a une hypersensibilité auditive, à ce moment-là, c'était de dire, OK, l'enfant va s'exposer juste à la vision de l'animal et il pourra garder son casque anti-bruit.
Là, on va dire où ça peut être compliqué, c'est que du coup, on n'est pas 100% dans une exposition et que donc, du coup, quelque part, on a un risque que l'exposition ne marche pas de façon optimale. Euh, Après, c'est un vrai débat, comme je vous disais, un peu au niveau éthique, mais un peu au niveau aussi thérapeutique. Et là, franchement, ça vaut le coup de pouvoir discuter de ça, que ce soit en équipe ou même que ce soit avec les parents ou avec l'enfant s'il est capable justement de participer à la réflexion. Et puis après, en option 3, il proposait de traiter les particularités sensorielles en même temps que les autres troubles. Et comme je disais, là, pour le coup, ça peut valoir justement la peine de travailler conjointement avec un psychomote, avec un ergothérapeute et même avec des orthophonistes, parce que les orthophonistes sont aussi qualifiés notamment pour travailler autour de tout ce qui va être sensoriel. Et je pense notamment, on l'avait fait avec une orthophoniste pour tout ce qui va être phobie autour de l'alimentation. Les orthophonistes sont assez bien équipés déjà pour repérer tout ce qui peut être trouble de l'oralité, notamment autour de la déglutition et tout ça, parce que beaucoup d'enfants, par exemple, avec un autisme, vont avoir des difficultés avec tout ce qui est sensibilité autour de la zone buccale et du coup, certains aliments vont être vécus comme étant des aliments phobiques parce que justement, à cause de ce que ça apporte au niveau sensation, mais également, il y en a certains qui vont être hypotoniques et notamment au niveau de la déglutition, ce qui fait que finalement, s'ils redoutent certains aliments, c'est pas tant parce que les aliments sont devenus phobiques, mais c'est parce qu'en fait, ils ont vécu des expériences qui pour eux a été traumatique et donc du coup là à ce moment-là justement il faut pouvoir rééduquer entre guillemets au niveau de cette sphère et ça comme je vous disais les orthophonistes sont bien équipés généralement pour ça. Idem si c'est plutôt si le problème vient plutôt d'une hypersensibilité. Il y a aussi pas mal d'orthophonistes qui sont équipés au niveau matériel, notamment des petits objets qui sont parfumés et ainsi de suite et qui peuvent permettre de travailler justement sur le fait que l'enfant puisse réapprivoiser certains parfums, certaines textures et ainsi de suite. Et donc, on peut tout à fait faire ce travail conjoint avec d'un côté vous qui travaillez plus sur l'aspect comportemental de tolérance et de désensibilisation autour de l'aliment, tandis que l'orthophoniste va travailler sur l'aspect plutôt, entre guillemets, rééducatif. Alors, l'exposition graduée, elle est pertinente pour la majorité des troubles anxieux. Vous savez comment ça marche, c'est-à-dire on va identifier toutes les situations ou tous les objets qui sont phobiques et on va exposer en fait progressivement en commençant par ce qui est le moins anxiogène. Alors, c'est très pertinent pour tout ce qui est exposition aux objets, aux situations, aux stimulus qui sont anxiogènes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est avec des jeunes avec un TSA, on peut soit faire de l'exposition entre guillemets directe, soit sinon on peut faire de l'exposition par modeling. L'exposition par modeling, en fait, c'est que soit vous, soit un autre enfant, soit sinon une vidéo aussi va montrer le comportement attendu, sachant qu'on peut tout à fait apprendre en observant l'autre. C'est le principe finalement de l'apprentissage social. Toujours développer une relation de confiance avec l'enfant. Ça peut valoir le coup de passer par une étape de pairing en amont. Et on va toujours commencer par exposer l'enfant au stimulus le moins anxiogène. Surtout si, par exemple, vous êtes une personne étrangère pour lui et que vous arrivez dans sa vie, il ne faut pas hésiter à travailler d'abord plus en amont sur le fait qu'il puisse vous accepter et qu'il puisse accepter que vous rentriez dans son monde. Et donc, pour cela, on va commencer par par exposer à des stimulus qui sont pas anxiogènes, des stimulus neutres. Déjà, la première chose, ce sera qu'il vous accepte, vous. Et ça, déjà, ce sera une première étape, on va dire, d'exposition à quelque chose qui peut être potentiellement anxiogène. Et puis après, on peut utiliser aussi tout ce qui est exposition, enfin tout ce qui est support concret, les timers, les emplois du temps. Bien souvent, si vous faites votre séance avec un enfant ou un jeune avec un TSA, utilisez une espèce de réglette où vous allez mettre, que ce soit sous la forme de picto, que ce soit sous la forme de photo, en fait, les différentes étapes de votre séance. N'oubliez pas de lui laisser aussi, même si la séance dure 45 minutes et que ça peut paraître relativement court, n'hésitez pas à lui laisser quand même des moments entre guillemets, où il va être plutôt en répit ou plus libre de faire d'autres choses. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que ça peut permettre aussi d'expliquer ce qu'on va faire et ça permet aussi à l'enfant de se représenter que si vous l'exposez à quelque chose qui peut être potentiellement anxiogène pour lui, ça ne va pas durer une éternité. Beaucoup d'enfants, comme je le disais, et d'ados ne se représentent pas bien le temps.
Alors, là, c'était un exemple, je passerai relativement rapidement dessus, mais pour un enfant pour qui, justement, on avait fait une échelle comme ça pour repérer le niveau d'anxiété et les manifestations, pardon, au niveau comportemental. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que bien souvent, l'anxiété progresse par paliers. Et donc, du coup, ce qui va vous permettre, si l'enfant n'est pas en capacité de le dire verbalement, ce qui va vous permettre de savoir où il en est au niveau anxiété, bah, c'est de l'observer, de voir les comportements qu'il met en place. Et donc, du coup, bah, rappelez-vous que ce sera beaucoup plus facile de faire des expositions si on est sur un niveau d'anxiété faible que si on est déjà parti sur un niveau d'anxiété élevé. Et puis après, bah, nos trois piliers de l'intervention, bah, ça va être avant tout les aménagements. Bien souvent, on peut résoudre beaucoup de difficultés grâce à des aménagements préventifs de l'environnement. On va faire également de la prévention active et surtout, on va travailler sur tout ce qui est réaménagement et traitement. Alors, je vais devoir passer beaucoup plus rapidement là-dessus. J'en suis navrée, mais je vois que j'ai déjà débordé de 30 minutes. Alors, pour des stratégies, bon, vous les connaissez probablement déjà, tout ce qui va être casque anti-bruit. On peut permettre également, grâce au colis à mâcher aussi, de pouvoir, c'est ce qu'on avait proposé pour le petit garçon de tout à l'heure, on peut proposer ça et ça aussi, ça peut permettre à l'enfant finalement bah, d'avoir recours à un comportement qui peut l'aider à réguler son anxiété sans pour autant le mettre en danger ou éventuellement le mettre dans une posture qui pourrait remettre en question ou qui pourrait mettre à mal bah, son inclusion. Là, en l'occurrence, c'était dans la classe. Euh, pour les plus grands, on peut également élaborer avec eux un plan anti-débordement. Alors, je vous rassure, on ne le fait pas comme ça. Là, je l'ai montré comme ça parce que je voulais montrer un maximum de pictos. Mais en fait, c'est ce qu'on va faire avec l'enfant, c'est on travaille sur la résolution de problèmes. Et donc, en l'occurrence, bah, ce qu'on va voir avec lui, bah, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en prévention par rapport à l'anxiété. Quand il commence à déborder, bah, qu'est-ce qu'il peut mettre aussi en place comme comportement pour faire baisser l'anxiété. Lorsqu'il est en mode débordement, justement, bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis pareil, lorsque la crise est passée, qu'est-ce qu'il peut faire pour revenir, entre guillemets, encore plus facilement vers plutôt le calme. Donc voilà, donc vous pouvez trouver toutes ces choses-là chez Optoys, mais également chez d'autres fournisseurs. Donc n'hésitez pas à les magasiner. Et puis pour la phobie sociale, ce qu'on va se demander aussi, c'est bah, qu'est-ce que l'enfant ou le jeune a comme représentation et conscience de ses perceptions sociales et de celles des autres. Qu'est-ce qu'il évite précisément dans les interactions sociales? Pourquoi et comment se manifeste son anxiété et puis quelle est la peur également. Sa peur est-elle fondée sur la réalité et ou est-elle due à une menace qui est concrète dans son environnement? Comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup d'enfants malheureusement sont victimes de pratiques de harcèlement et de intimidation. Donc ne pas forcément se dire c'est une phobie sociale, on va le forcer, entre guillemets, à s'exposer aux autres. Non, parfois, c'est pas tout à fait une phobie sociale, c'est plutôt un stress post-traumatique. Et là, du coup, bah, c'est pas vraiment ça la bonne solution. C'est plutôt de travailler sur l'environnement. Et puis après, bah voilà, donc je vais être obligée de passer assez rapidement. Je suis désolée. Pour ce qui va être vraiment aidant, notamment si vous travaillez sur la phobie sociale, strictement parlant, ça va être de travailler justement sur les habiletés sociales. Et là, je peux vous recommander justement bah, plusieurs méthodes auxquelles vous pouvez vous former. Donc, entre autres, la méthode GAX et puis également le programme GECOS qui sont très bien pour les enfants qui ont un TND. Et puis après, bah, plus spécifiquement pour les jeunes qui ont un TSA, vous avez le CAT Kit de Atwood et compagnie. Il est très complet, beaucoup d'outils concrets. Je l'avais en institution, mais je ne l'ai plus maintenant parce qu'il est extrêmement cher. Mais vraiment, c'est un programme qui est très, très complet. Alors évidemment, tous les programmes que je vous propose méritent une formation et une formation est nécessaire pour pouvoir les appliquer. Mais voilà, ils sont vraiment très riches et beaucoup de choses peuvent également être travaillées lors des groupes d'habilité sociale et entre autres, comment est-ce qu'on peut repérer son anxiété et comment est-ce qu'on peut la gérer et surtout comment est-ce qu'on peut solliciter d'autres personnes pour nous aider lorsqu'on se sent justement fragilisé au niveau de son anxiété.
Et voilà, et surtout les points les plus importants, c'est que tout ce qui sera travaillé en séance devra être ensuite généralisé. Privilégiez toujours des activités qui sont écologiques. Si vous décidez de travailler les habiletés sociales, c'est important de les travailler de telle sorte à ce que ça puisse justement être utilisé ensuite dans la vraie vie. Travailler, par exemple, le fait de faire une demande d'abord avec vous en séance, mais ensuite aller carrément à la boulangerie pour que le jeune puisse faire sa demande en direct à une personne qui ne serait pas vous dans un autre contexte. Beaucoup de jeunes avec un TSA ont des difficultés à généraliser. Ils peuvent être super performants avec vous au bureau et être incapables ou ne pas avoir à l'idée d'appliquer leurs compétences en dehors du bureau. Parce qu'ils vont avoir tendance à se dire, OK, j'ai développé ça dans cet endroit bien précis. Et ça ne leur vient pas forcément à l'esprit que bah, ça peut aussi s'appliquer ailleurs. Donc voilà, travaillez avec eux justement sur cette application. Mettez les parents et les autres adultes qui interviennent autour d'eux dans la boucle. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre participation. Désolée d'avoir débordé. Évidemment, petit passage d'auto-promotion pour vous dire, vous allez ressentir une irrésistible envie d'acheter mes bouquins maintenant. Donc, notamment celui-ci dont je vous parlais, la déficience intellectuelle chez De Bock, dans lequel je parle notamment du livre qui permet de faire la transition entre DSM classique et manifestation chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un TND. Également, ces deux livres-là, qui sont des ouvrages collectifs et qui parlent de l'accessibilité et de la participation sociale. On parle beaucoup d'inclusion, mais on en parle beaucoup trop de façon, je dirais, rapide et pas assez en profondeur. Et ces deux livres-là sont des livres internationaux avec des auteurs francophones, mais qui sont européens ou d'Amérique du Nord. Et ça permet de voir justement qu'est-ce qui se passe dans les autres pays et de prendre en considération aussi certaines bonnes idées. Et voici la bibliographie et mes coordonnées si vous avez envie de me contacter pour poser d'autres questions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre patience et désolée d'avoir débordé. Voilà, merci Merci beaucoup. beaucoup, Cyrielle. Effectivement, tu as été généreuse dans les informations que tu nous as données. Il peut y avoir des petites frustrations sur toutes les parties intéressantes, enfin, qui avaient l'air super intéressantes sur la fin. Mais c'est vrai que c'est déjà un bel exploit de tenir en 1 heure et demie autant de contenu. Merci. Donc, Venez à merci la beaucoup. formation pour les avoir du coup.